Alors, aujourd'hui, on part explorer une histoire un peu oubliée, vraiment enfouie sous le sable du Sahara, les Garamantes. Fascinant, non? Un royaume en plein désert libyen. Oui, absolument. Et les sources qu'on a, bon, elles sont fragmentaires, mais elles nous donnent quand même une idée de leur parcours, de leur début, jusqu'à leur redécouverte partielle. Notre idée, c'est un peu de comprendre ce qui les rend si spéciaux. Leur gestion de l'eau, incroyable, leur rôle dans le commerce de l'époque, leur culture. Tout à fait. Et pour ça, il faut imaginer un Sahara très différent. Il y a 5000 ans, c'était vert. C'est dans ce Sahara-là que leurs ancêtres vont s'installer, au Fezzan, donc dans le sud de la Libye actuelle. On pense que c'était vers le deuxième millénaire avant notre ère. Et la première mention écrite connue, c'est Hérodote, c'est Yeah. ça, au 5e siècle avant Jésus-Christ. Exactement. Hérodote en parle. Il les décrit chassant en char. Les Éthiopiens troglodytes, c'est le terme qu'il emploie. Un terme sans doute un peu vague pour les peuples plus au sud, quoi. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'Hérodote dit aussi, enfin, il n'y est jamais allé, hein, qu'il n'avait ni armes ni maison fixe. Ça colle pas du tout avec ce que l'archéologie nous montre aujourd'hui ici. Ah non, pas du tout. Le contraste il est saisissant. L'archéologie, elle révèle des villes fortifiées, des tombes assez élaborées, et surtout cette maîtrise de l'eau dont tu parlais, les Fogaras. Les Fogaras, oui. Explique-nous un peu. Ce sont des réseaux de tunnels souterrains, parfois sur des kilomètres, creusés pour aller chercher l'eau des nappes phréatiques, des nappes fossiles en fait, et l'amener par gravité jusqu'aux oasis. C'est une ingénierie assez bluffante pour l'époque. Et c'est ça qui leur a permis de faire fleurir le désert, littéralement, de cultiver du blé, des dattes, des figues. Du coup, ça a été la base de leur prospérité. Et ça nous mène à leur apogée, c'est ça, Mhm. entre le 1er et le 4e siècle après Jésus. Oui, voilà, c'est leur âge d'or. Ils contrôlent alors des routes commerciales majeures à travers le Sahara. Ils font circuler l'or, l'ivoire, le sel, des produits qui viennent d'Afrique subsaharienne et qui remontent vers la Méditerranée. Et ils échangent avec Rome, donc. Oui, il y a des interactions claires. On retrouve des amphores romaines, des perles, du vin, et eux, ils exportaient sans doute des produits africains, peut-être des animaux sauvages aussi, et des captifs, on va y revenir. Ils avaient même leur propre écriture, le libyque, qu'on n'a pas encore totalement déchiffré d'ailleurs. Garama, leur capitale, était un centre important. Tu as mentionné les captifs. Les sources antiques parlent d'un commerce plus sombre. La capture, la vente d'êtres humains. Qu'est-ce qu'on en sait vraiment? C'est le point délicat. Les sources sont surtout grecques et romaines, donc potentiellement biaisées, avec leur propre vision des choses. Hérodote parle de chasse. D'autres textes latins évoquent des captifs venant du sud, échangés avec Rome. Mais Mais on n'a pas de preuves archéologiques directes. pas de preuves flagrantes, non. On n'a pas trouvé, par exemple, un grand marché aux esclaves à Garama. Donc, étaient-ils des acteurs majeurs de ce trafic, de simples intermédiaires, ou est-ce plus compliqué? Sans leur propre texte pour nous éclairer, il faut rester prudent. On doit reconnaître ces mentions, mais voilà, sans accuser, sans preuves solides. Et Rome, justement, leur grande voisine. Les relations n'étaient pas toujours simples, j'imagine. Il y a eu cette expédition de Lucius Cornelius Balbus. Ah oui, en 19 avant Jésus-C, Balbus arrive jusqu'à Garama. Il remporte une victoire, Rome célèbre un triomphe, mais ça ne soumet pas les Garamantes durablement. Ce qui est fascinant, c'est leur capacité de résilience. Ils s'adaptent, ils intègrent des objets romains dans leur quotidien, mais ils gardent leur indépendance. Et surtout, ils maintiennent leur rôle clé d'intermédiaire entre le monde méditerranéen et l'Afrique subsaharienne. Cette culture propre, on la voit aussi dans leurs tombes, non? Ces fameuses petites pyramides de Hathia. Exactement. Faut pas imaginer Gizeh, c'est plus modeste. Plus de 60 petites pyramides, de 3 à 5 mètres de haut, pour les élites. Les fouilles, notamment celles de l'université de Lister, ont mis au jour des chambres funéraires avec du mobilier, des amphores, des parures. Ça montre une société bien structurée avec ses propres rites. C'est vraiment une signature unique dans le paysage saharien. Oui, et on pourrait même filer la métaphore avec le moringa, cet arbre hyper résistant du Sahel. Peut-être un symbole de ce savoir ancestral, de cette adaptation au milieu dont les Garamantes étaient sans doute porteurs. Tout ça nous peint le portrait d'une civilisation vraiment sophistiquée, adaptée. Mais une grande partie de ce qu'on a appris récemment est menacée, c'est ça? Malheureusement, oui. C'est le drame. Les recherches archéologiques intenses, menées par des équipes internationales comme celle dirigée par David Mattingly, elles ont vraiment changé notre vision des Garamantes ces dernières décennies. Mais tout s'est arrêté brutalement en 2011, avec le début du conflit en Libye. Donc les sites sont inaccessibles. Inaccessible et pire,
potentiellement en danger. C'est terrible. C'est fou. Après avoir été oubliés sous le sable pendant des siècles, ils risquent de retomber dans l'oubli à cause de nous, en fait, de nos conflits. C'est une perte immense, oui. Une civilisation qui a dompté le désert, créé une culture originale, joué un rôle clé, et dont on n'aura peut-être jamais le fin mot de l'histoire. Et ça fait réfléchir, forcément. Au-delà des Garamantes, on se demande combien d'autres histoires, combien d'autres civilisations anciennes sont là, juste sous nos pieds, ou cachées par la jungle. Mais inaccessibles, pas seulement à cause de la terre ou de la végétation, mais aussi à cause de l'instabilité politique, de nos guerres, ou même juste de notre désintérêt. Elles attendent, quoi. Elles attendent qu'on puisse enfin les écouter à nouveau.